Ces Ukrainiens qui continuent de vivre comme si de rien n'était ou presque. Regardez ce sujet signé Lucie de Villers. Plongés dans le noir, ces chirurgiens effectuent leur opération à l'aide de simples lampes frontales. L'intervention est minutieuse et faute de conditions idéales, les médecins redoublent de vigilance. Les chirurgiens sont en train de remplacer 2 valves cardiaques par 2 valves artificielles. Le tout avec une lumière assurée par cette lampe de poche. Pour l'instant, tout est stable, ils essaient de terminer au plus vite, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Dans cet hôpital de Kherson, là aussi les équipes médicales s'adaptent. Un nouveau patient vient d'arriver, il doit être opéré de toute urgence. Mais sans électricité, impossible de faire fonctionner l'ascenseur. Seule solution, transporter le brancard par l'escalier. Sans ascenseur, sans lumière, c'est difficile d'amener ce jeune patient jusqu'au 6e étage. Il n'y a pas d'eau, pas de chauffage. À plus de 300 km de là, à Dnipro, la nuit, les habitants s'éclairent avec les moyens du bord. La lueur des téléphones pour certains, l'éclairage des vélos pour d'autres. De toute évidence, la situation s'est aggravée depuis hier. Il y a 2 jours, il n'y avait pas d'électricité dans mon appartement, mais en face, un café était ouvert. C'est la première fois là qu'il y a un blackout total. Sous terre, plus aucun métro ne circule. Sans feu tricolore, certains préfèrent rentrer chez eux à pied et n'utilisent ni bus ni voiture. L'eau courante est revenue dans certains quartiers de Kiev et devrait être rétablie entièrement dans les prochains jours, ont annoncé les autorités régionales. Poutine peut continuer de frapper, rien ne nous empêchera de continuer de vivre et de combattre. C'est en substance ce qu'a dit le maire de Lviv hier. Il était reçu parmi de nombreux maires français, reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron dans le cadre justement de l'Association des maires de France. Écoutez son témoignage, c'était quelques heures après avoir appris que sa ville venait d'être frappée par les Russes. Tous les jours, la Russie bombarde notre système électrique, détruit nos infrastructures collectives. Et le peuple ukrainien montre une très grande résilience. Nous n'abandonnerons jamais, jusqu'à la victoire. Volodymyr Zelensky s'est lui exprimé après ces frappes aux effets dévastateurs. Il a réclamé hier soir une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a dénoncé un crime contre l'humanité et il a même proposé l'adoption de cette résolution qui n'aboutira pas étant donné le droit de veto de la Russie. Écoutons le président ukrainien. L'Ukraine propose que le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution condamnant toutes les formes de terreur énergétique. Voyons si quelqu'un dans le monde, outre la Russie, peut affirmer que la terreur contre des civils est soi-disant une bonne chose. Réaction à... Alors, on ne va pas parler de ce courage, on peut l'évoquer bien évidemment, mais d'abord avec vous de cette technique qui ne semble pas prendre aujourd'hui sur l'Ukraine. Les dégâts sont importants, considérables, on le dit chaque jour, mais on continue de résister. C'est une erreur stratégique de la part du Kremlin, selon vous? Non, c'est un acharnement. Mais on comprend bien la difficulté de M. Poutine. Il est incapable de gagner sur le terrain, donc il porte le combat au niveau stratégique. En frappant les arrières, on sait bien qu'une armée ne vaut rien sans arrière. Comme il ne peut pas casser l'armée, il cherche à casser l'arrière. Je dirais qu'il y a une grande logique qui est totalement barbare, mais il y a une grande logique. Alors la question qui est sous-jacente à votre question, c'est combien de temps les Ukrainiens peuvent tenir. Alors d'abord, l'histoire prouve qu'en général, plus une population est attaquée, plus elle tient. Les Anglais n'ont pas craqué sous le Blitz ni à Coventry. Les Allemands n'ont pas craqué quand les Anglais ont détruit Dresde et Hambourg. Les Vietnamiens du Nord n'ont pas craqué quand les Américains ont balancé 700 000 tonnes de bombes sur Hanoï. Donc l'histoire prouve que ça ne marche pas. Et il y a un exemple, ça c'est l'exemple en creux, mais en positif, si vous voulez, il y a l'exemple de Saint-Pétersbourg, qui est un exemple russe. Mais les Russes ont tenu, si je ne m'abuse, 2 ans. 2 ans face aux assauts, dans des conditions absolument épouvantables, dans le même hiver, face aux assauts répétés des troupes allemandes. Ils ont eu 1 million de morts à l'intérieur de la ville et ils ont tenu. Donc le rêve de vouloir casser la volonté par ce genre de choses, je crois que ça demeure un rêve. Isabelle Dufour, c'est vrai que Zelensky l'a dit, il y a 4100 d'invincibilité qui sont faits. Il y a les fameux Generators for Hope du Parlement européen, les générateurs pour la paix. Ils vont pouvoir tenir, ces Ukrainiens, selon vous? Alors oui, j'abonde tout à fait à ce que dit le général. En fait, ce sont des conditions de guerre. Et il se trouve qu'ici,
Par chance, en Europe de l'Ouest, on a complètement oublié ce que c'était la guerre et que ça pouvait durer très très longtemps. Nous, ça fait plusieurs générations qu'on n'a pas connu ça. Là, on est focalisé sur l'Ukraine, mais c'est un conflit qui est bref, finalement, de haute intensité, mais bref, il y a des populations qui subissent ce type de conditions de vie et de violence depuis des années. Je pense au Soudan, je pense à l'Éthiopie, je pense à la Birmanie, enfin voilà, la liste serait longue. Yémen, alors effectivement, enfin voilà, donc les populations, en fait, quelque part, elles n'ont pas le choix de tenir ou de ne pas tenir. Quand on voit depuis Boutcha jusqu'à Kherson, quelle est leur alternative? Accepter une présence russe, c'est inacceptable, d'autant qu'en plus, il y a un grand espoir dans la population ukrainienne, une grande confiance dans leur armée, dans leur président, etc. Donc, les conditions de vie sont certes extrêmement dures, mais on est loin de pouvoir imaginer qu'ils puissent craquer. En fait, ça ne veut rien dire craquer, quelque part, quoi. Ils n'ont pas le choix. Vous le savez, et pourtant, vous allez l'entendre, c'est un espoir des commentateurs à la solde du Kremlin. Vous savez que dans ce 12-15, on vous passe souvent des séquences télé. C'était hier soir. Vous vous installez, vous allumez votre télé, voilà ce que vous regardez. L'électricité en Ukraine est immédiatement coupée et dans certaines régions, elle est coupée pour toujours. Les villes de Kiev, Lviv, Kharkiv sont privées d'électricité. Si vous n'êtes pas en faveur de frappes nucléaires tactiques contre l'Ukraine, pour mettre fin à tout cela, alors rembobinons la cassette. La peur est la seule méthode pour y mettre fin. La situation en Ukraine prendra fin quand il sera impossible de soutenir l'Ukraine, quand il n'y aura plus rien à soutenir. Éliminer la possibilité de soutenir quelque chose, alors le soutien s'arrêtera. Jusque-là, il se poursuivra, et c'est tout. Ces conversations sur les négociations, ils ne veulent pas négocier. Le monde occidental veut préserver la domination qu'il a eue pendant des siècles. Nos frappes contre les infrastructures rendent cette crise extrêmement épuisante pour l'Union européenne en termes d'énergie et de ressources. Alors s'ils aiment tant l'Ukraine, comme ils le disent, qu'ils acceptent maintenant ces millions de réfugiés. Très intéressant, Jean-François, parce qu'il y a tout dans ce qu'on vient d'entendre, notamment cette autre politique voulue par le Kremlin, mettre des gens sur la route et les envoyer dans les pays limitrophes. C'est une autre guerre, la guerre des réfugiés. De toute façon, on a bien dans cette logique où il y a la domination ou rien. Donc on fait tout ce qu'on peut pour imposer cette domination, pour que ça craque ici, en Ukraine et au-delà. Ces gens ont la mémoire extrêmement courte. Moi, je suis allé dans le Logar, en Afghanistan, juste après le départ des troupes russes, et c'était encore la guerre civile. J'ai vu la plaine du Logar. Les gens se sont battus dans cette plaine, pas dans les montagnes dans le Tadjikistan, comme faisait du côté du Tadjikistan, comme faisait Massoud, mais dans la plaine, là où il n'y avait rien, quoi. Hein. Et j'ai vu des villages qui avaient été bombardés. C'était plus que des tas de terre. Mais les gens ont continué à se battre. Ça a duré 10 ans. Ça a duré 10 ans. Et ils n'avaient même pas d'HIMARS, ils n'avaient rien, hein. Ils avaient des pétoirs, c'est tout. Voilà. Et pas d'aide extérieure en plus. Oui, et les Russes ont perdu 15 000 hommes. Et ils sont partis, enfin les Soviétiques, et ils sont partis. Parce que le général Gromov a fini par dire ça suffit, on ne gagnera pas. Et ces commentateurs, ils ont l'âge de savoir ça, mais ils l'ont oublié ou ils veulent plus le savoir. Ils n'ont peut-être pas le droit de le dire aussi. Ils n'ont peut-être pas le droit de le dire, oui aussi, mais en tout cas c'est perdu d'avance. Je veux dire, l'Ukraine est en train de construire sa légende moderne en réalité. J'allais dire grâce ou malgré les Russes, d'une certaine manière. Ils sont en train de forger l'Ukraine dans le feu de la guerre. Et ça sera une Ukraine plus forte que jamais, je crois. Alors, il y en a un autre qui réagit aussi, c'est Vitaly Klitschko. Lui paraît un peu plus inquiet que les autres. Hein. Le maire de Kiev, où 3 personnes ont été tuées, parmi elles une jeune femme de 17 ans hier. Il affirme dans une interview au Bild Zeitung que les Ukrainiens pourraient avoir à vivre le pire hiver depuis la Seconde Guerre mondiale. Et il remet sur la table ce risque d'évacuation de la capitale. Réaction à Xavier, justement. Les mots sont importants parce qu'on parle de résistance, on entend des témoignages, notamment sur notre antenne, où les gens disent on restera pas forcément à Kiev ou dans d'autres grandes villes. On va partir cet hiver. Alors, c'est mais partir la résistance, pas forcément fuir. La résistance, c'est aussi ça. C'est aussi résister au froid, c'est aussi résister aux conditions terribles qu'impose l'armée russe aux habitants, aux civils d'Ukraine dans tout le pays. Alors à Kiev, évacuer une partie de la ville, pourquoi pas, mais uniquement si les gens veulent partir. Regardez à Kherson, les autorités, là, il y a des gros bombardements d'artillerie tous les jours à Kherson. Les autorités ont proposé aux gens de partir, les ont même fortement encouragés.
Les gens, généralement, ne veulent pas partir. Alors, il y a 7 millions de réfugiés ukrainiens aujourd'hui en Europe principalement. Il peut y en avoir plus, qu'on a de toute façon, nous, Européens, les moyens de les accueillir. Les pays européens ont déjà dit qu'ils les accueilleraient. Les pays les plus proches pour ça, c'est la Pologne, c'est la Moldavie, qui est le pays le plus pauvre d'Europe, qui en accueille énormément, même si c'est souvent un lieu de passage pour ensuite aller ailleurs. Mais de ce que je ressens, moi, des contacts que je peux avoir avec des Ukrainiens qui vivent aujourd'hui dans la capitale, et ils partiront peut-être s'ils ont un bébé en bas âge et si les conditions de survie deviennent totalement intolérables, mettent en danger ils quitteront les villes, mais ils peuvent aller à la campagne. Oui, c'est ça. Alors, il y avait eu un premier réflexe au début de la guerre qui était de partir à la campagne. C'était pas le bon parce que souvent, c'était dans le nord-est ou le nord-ouest de la capitale et c'était par là qu'arrivaient les Russes. Certains se sont fait piéger. Mais des solutions, il y en a, et l'esprit de résistance pour les civils ukrainiens, c'est aussi ça, et ils l'ont à cœur. C'est de rester. Ouais. Ça s'est passé hier au